C'est chose faite. Donc bienvenue à ce dernier webinaire sur l'adaptation au changement climatique. Donc pour rappel, hein, c'est un cycle de webinaires qu'on fait, donc qui est financé par l'ADEME et la région et cofinancé par nos EPCI. Et l'idée, en fait, c'est de sensibiliser sur l'adaptation au changement climatique, voilà, et voir qu'est-ce que ça fait localement. Donc dans les premiers webinaires, on a évoqué aussi, pour ceux qui étaient là, hein, comment le climat va évoluer d'ici 2050. Donc avec Météo France notamment, qui est intervenu là lors du premier webinaire et qui nous a donné un peu les prospectives sur l'évolution du climat là, pour chez nous. Donc ce qu'il évoquait, hein, c'était plus de degrés à 2030, plus de 2,7 degrés à 2050. Donc c'était à peu près les trajectoires donc, qui étaient aussi mentionnées dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Et donc ce qu'il nous disait Météo France, c'est que plus de degrés, ça transforme en fait le climat de Paris en celui de Toulouse. Et du coup, forcément des impacts, hein, sur notre cadre de vie. Et notamment sur notre paysage. Et du coup, c'est l'objet donc de ce troisième webinaire. Donc on va avoir 3 intervenantes aujourd'hui, enfin même plus, en fait 3 structures en tout cas intervenantes pour nous parler de ces questions-là. Donc on va avoir Caroline Guittet et sa collègue de l'Observatoire de l'environnement Bretagne qui vont nous donner un peu les chiffres clés autour du paysage breton. Puis après, on aura l'Institut de recherche fédéral paysage, neige et forêt de Suisse qui ont fait un gros travail en fait de projection sur donc, le climat plus 4 degrés en Suisse. Et après, on aura donc une intervention de l'agence d'urbanisme de Rennes, donc avec Camille Morand, qui nous présentera en fait l'étude qu'elle a conduite sur Dessine-moi un paysage en 2050. Et du coup, alors donc ça va être séparé en 3 parties cette intervention, avec à chaque fois un petit temps d'échange avec donc les intervenants à la fin de chaque partie. Et du coup, sans plus tarder, je vais passer la parole à Caroline Guittet pour démarrer cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Caroline Guittet et à côté de moi, j'ai Audrey Devier. Je suis en stage, du coup, avec Caroline sur l'émission Paysage. Et donc, on va... Ah, j'ai tout coupé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est bon là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tac. Donc, on va vous présenter les choses en 4 points, donc avec Audrey. On va commencer un petit peu par les missions de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne et notamment sur la partie paysage, parce qu'il y a une mission paysage. Donc, moi, je suis chef de projet sur ces missions paysage. Je vais notamment vous présenter les observatoires photographiques du paysage en Bretagne, parce qu'il y a un lien avec la suite. Après, je vais vous donner quelques éléments sur l'enquête régionale bien-être et paysage breton que l'on a menée sur 2 ans, mais là vraiment au prisme du climat. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur paysage et climat par rapport aux relations des habitants vis-à-vis du climat de demain et d'aujourd'hui. Et puis, on a sorti récemment là, les chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres clés. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop redondant avec l'intervention de Météo France. Et enfin, Audrey vous présentera notre projet en cours qui est la création d'un observatoire photographique régional des effets du changement climatique sur les paysages bretons et notamment avec comme volonté de créer une boîte à images, comme on image les paysages au prisme du changement climatique. Et donc, est-ce qu'on a aujourd'hui d'ores et déjà des effets sur nos paysages? Alors, je vais commencer par rapidement l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. C'est quoi? C'est un groupement d'intérêt public avec un portage tripartite, État, région, collectivité territoriale. On a 3 missions. De manière générale, notre travail, c'est la donnée. On va récolter de la donnée, l'analyser, la structurer et la rendre lisible auprès des collectivités territoriales pour prendre des meilleures décisions en matière de questions environnementales, mais aussi pour aider, sensibiliser les citoyens et les citoyennes à ces mêmes questions environnementales. Donc, comme vous pouvez le voir, les 2 missions qu'on va évoquer aujourd'hui, ma mission paysage est créée depuis 2018 et la mission climat est plus récente, elle est depuis 2021. Et donc, je vais être la porte-parole de mes collègues sur les chiffres clés climat. Donc, en base, c'est quoi un paysage? Donc, il y a la Convention du paysage du Conseil de l'Europe qui définit le paysage comme une partie territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paysage, déjà, il y a une dimension sociale,
Puis, il y a une dimension géophysique. Et ce qui est intéressant avec cette convention, c'est qu'en fait, le paysage a un caractère évolutif comparé aux politiques précédentes où on était dans des paysages type on va les protéger, les mettre sous cloche. Là, vraiment, la convention crée un nouveau paradigme où on est vraiment dans un paysage qui évolue et on doit orienter de manière favorable ces évolutions. Donc, notamment avec cette convention, les autorités compétentes, donc ça, en gros, hein, c'est toutes les collectivités territoriales, sont invitées parce que les politiques paysagères, on est sur des politiques volontaristes, hein, il n'y a pas d'obligation, enfin, il n'y a pas vraiment d'obligation légale avec un cadre très légal, c'est volontaire. Et donc, les collectivités sont invitées à développer une politique paysagère spécifique, à intégrer la dimension paysagère dans les politiques sectorielles, donc urbanisme, transport, etc., et à formuler des objectifs de qualité paysagère qui fait notamment référence à la loi APER, puisque dans la loi APER, le premier article sur les énergies renouvelables, c'est prendre en compte les objectifs de qualité paysagère. Donc on est vraiment dans une politique aussi qui prend en compte tout ce qui se passe au fur et à mesure du temps et donc qui est contemporaine. Donc, pour répondre à tout ça, les collectivités doivent analyser leur propre paysage, leur dynamique, suivre leur transformation et les qualifier par des valeurs communes. Donc, nous, on va aider à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne à répondre à ces trois missions, notamment avec une feuille de route, c'est les recommandations du Conseil de l'Europe de 2008, dresser l'état des paysages à des périodes données, donc comprendre comment les paysages évoluent et dans quelle santé ils sont, ces paysages, élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, qualitatifs notamment parce qu'on est sur une dimension sociale aussi, donc sur les politiques paysagères, et fournir des éléments qui vont comprendre les tendances des paysages. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on a dû faire des choix pour cette présentation. Donc finalement, on vous propose de présenter les observatoires photographiques du paysage qui permettent de suivre les dynamiques paysagères. Donc l'axe 2 qu'on a précédent, en amont, que nous avons vu en amont. Et donc, un observatoire photo, c'est quoi? C'est un fonds qui a pour but d'analyser les mécanismes et les facteurs de transformation des espaces, ainsi que les rôles des différents acteurs qui en sont la cause, de façon à orienter favorablement l'évolution du paysage. Et donc là, on est sur un outil qui a été initié par l'État, donc dès 1989. Donc on est quand même sur un outil qui devient pas ancien, mais en tout cas, on a des retours d'expérience sur sa mise en œuvre, etc. Et donc, il y a une méthode qui a été mise en place également par l'État en 2006 ou 2008, je ne sais plus, avec de manière classique, comment on crée un observatoire photographique du paysage. C'est une institution volontaire, type collectivité, parc naturel régional, grand site de France, réserve naturelle, qui va créer un comité de pilotage composé d'élus, techniciens et techniciennes, possiblement associations d'habitants. Et ce comité de pilotage va réfléchir à des problématiques paysagères qu'il y a sur les territoires, mais aussi qui sentent que cette évolution va arriver. Donc après, il y a un photographe professionnel ou un chargé de mission ou même des habitants qui vont faire une campagne mitraillette, c'est-à-dire qu'ils vont faire un ensemble de photographies du territoire pour imager ces problématiques paysagères. Une campagne mitraillette, pour vous donner une idée, c'est 800 points de vue du territoire. On peut aussi faire la récolte de cartes postales anciennes pour avoir un suivi plutôt séculaire. Et puis, le comité de pilotage se réunit une seconde fois et va sélectionner des points de vue initiaux, c'est-à-dire des points de vue qui seront refotographiés dans le temps, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans, etc. Et en général, on est sur 40 points de vue sur un territoire où on va refotographier ces paysages. Ce qui nous permet finalement d'analyser l'évolution des paysages du territoire. Alors là, on a une série photographique qui a été réalisée dans le cadre du PETR du Pays de Saint-Brieuc, où on était vraiment alors là, on est sur une dynamique séculaire. On voit bien un paysage littoral agricole qui est aujourd'hui un paysage littoral urbanisé et balnéaire. On voit qu'en son temps, les changements sont vraiment radicaux. On a des séries, très bel objet d'ailleurs, l'observatoire du CEE des Côtes d'Armor, un des premiers observatoires mis en place en France. Donc là, on est vraiment sur l'analyse de l'évolution du bocage en Bretagne.
Donc là, il y a vraiment un travail qui est fait de manière annuelle. Tous les ans, les photographes reviennent sur site et vont refotographier. Donc on voit l'évolution du paysage avec le bocage qui prend essor, on va dire, en termes de végétation. Vous pouvez regarder la petite flèche à droite avec une haie bocagère. L'année d'après, elle disparaît. Vous pouvez regarder maintenant à gauche le talus. L'année d'après, il disparaît. Et puis la haie ici, pareillement, elle disparaît. Et finalement, on voit qu'au fur et à mesure, c'est un peu comme une peinture impressionniste. Par petites touches comme ça, le paysage, il évolue. On ne le voit pas à l'échelle humaine parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de retenir tous ces changements. Mais par contre, 10 ans après, quand on revient, on ne reconnaît plus le paysage. Et donc, c'est vraiment ça, l'observatoire photographique, de se remémorer de qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on ne se souvient plus réellement de comment c'était avant. Donc, ça permet d'alimenter en connaissance aussi ces types d'évolutions, notamment sur le bocage. Alors, donc, pour ce faire, on a une plateforme, la POPBRES, la plateforme des observatoires photographiques du paysage en Bretagne, qui nous permet, en gros, on a 22 observatoires photographiques du paysage en Bretagne, donc, qui alimentent cette plateforme. Il y a 10 observatoires dans les Côtes d'Armor, donc c'est vraiment un territoire, un département assez riche. 1500 séries photos aujourd'hui qui donnent à voir l'évolution des paysages et plus de 300 séries qui représentent le département des Côtes d'Armor. Donc tout ça, c'est en accès libre et vous pouvez les consulter. Sachant qu'on a un petit module de recherche, par exemple, on était sur les haies bocagères, on peut rechercher toutes les séries photos, il y a des haies bocagères, mais aussi toutes les séries photos où il y a eu des types de changements, par exemple, toutes les séries photos où il y a des haies bocagères qui sont apparues ou des haies bocagères qui sont disparues. Donc ça, c'est un outil qui nous permet de créer des indicateurs de paysages sur leurs évolutions. Donc là, c'est vraiment sur le suivi des dynamiques paysagères sur nos missions à l'Observatoire et on fera le lien notamment avec le stage d'Audrey. Et aussi, on l'a vu, les autorités doivent qualifier les paysages par des valeurs communes. Et dans ce cadre, on a créé, on a un groupe de travail où on crée des indicateurs de paysage. Et on a eu la volonté de créer des indicateurs sociaux de comment finalement les habitants perçoivent leur paysage au quotidien, avec comme objectif de définir ce qui fait qualité dans les paysages en Bretagne et quels sont les enjeux prioritaires, c'est-à-dire si on veut agir, quelles sont les actions prioritaires. On a envie de tout faire, on ne peut pas tout faire, donc il faut prioriser avec la réitération dans 10 ans de cette enquête, puisqu'on est un observatoire, et c'est la première enquête de ce type au niveau national. Donc, on a mis quasiment une année à construire l'enquête. On est 15 institutions impliquées dans ce travail. On a notamment invité un de nos collègues suisses à réfléchir aussi à cette démarche lors d'un séminaire. Et donc, un résultat plutôt positif pour nous, puisqu'il y a eu plus de 2000 participants au questionnaire en ligne. C'est volontariste, il n'y avait pas un standard qui appelait des gens pour questionner. C'est vraiment les gens allaient sur notre site internet pour répondre. Donc là, c'est vraiment positif, c'est-à-dire que c'est un véritable engouement pour la question paysagère. Et on avait aussi 9 étudiants qui sont allés sur le terrain pour faire des entretiens de face à face avec des habitants. Donc, on a publié 3 rapports, un rapport pour experts, ici c'est plutôt un dépliant avec la synthèse, et ici c'est un support de présentation pour qui veut présenter les résultats de l'enquête. Et aujourd'hui, on travaille sur la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu une forte participation. Comment maintenant on remercie les habitants à cette participation et quelle connaissance finalement on a de ces résultats? Et bien aujourd'hui, les résultats sont mis sous forme de pièces de théâtre sur les 4 départements bretons. Donc ça s'appelle Se souvenir des loups. Bref. On va rentrer dans le cœur de l'enquête. Juste quelques exemples pour vous donner envie d'aller voir. Donc, il y avait des questions sur les paysages des lieux de vie, c'est-à-dire les paysages à 1 kilomètre à la ronde de son domicile. Comment vous vous sentez dans ce paysage des lieux de vie? Donc, 86% des Bretons et des Bretonnes se sentent bien. Donc, ça, on est positif, c'est positif. Il y a d'autres enquêtes qui montrent les mêmes résultats. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est les 14% qui se sentent pas très bien, ni pas très bien, ni bien, ni pas très bien. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que ceux qui se sentent bien,
c'est généralement lié au calme et au contact avec la nature. C'est vraiment les deux facteurs qui vont faire qu'on se sent bien dans son lieu de vie. Le premier facteur explicatif du mal-être, si on peut dire ça comme ça, c'est la question de la densité. On se sent moins bien dans les espaces densément peuplés que dans les espaces peu denses, espaces très peu denses. De même, on va se sentir moins bien en immeuble qu'en maison, moins bien dans les centres et quartiers que dans la race campagne et les hameaux communautorales. Et aussi, on se sent moins bien, notamment quand on habite en immeuble, parce que c'est bruyant. Et finalement, quand on analyse le profil géosocial des personnes, ce sont essentiellement les jeunes qui se sentent le moins bien, puisqu'en fait, ils vont cumuler tous ces facteurs géosociaux. Et donc, si on se projette sur la question climatique, on peut se dire que possiblement ces 14% des personnes seront ceux qui seront le plus touchés, plus vulnérables par les effets du changement climatique, notamment parce qu'on a des immeubles qui ne sont pas forcément dans un confort thermique opérationnel et aussi assez éloignés des îlots de fraîcheur, comme on l'a vu, parce que moins de contact avec la nature. Sachant que là, je fais juste une hypothèse, je le reprécise. Et quand on demande aux habitants quelles sont les actions prioritaires à mener sur les paysages et lieux de vie, la première action, que ce soit en ville ou à la campagne, c'est maintenir le bocage. Donc là, ça, c'est vraiment symptomatique finalement de l'identité territoriale de la Bretagne, symptomatique aussi de conserver une forme qui fait référence à une histoire paysanne et aussi bon, qui fait le lien aussi avec la région, la première région agroalimentaire de France. Il y a aussi ça, mais c'est en tout cas une solution fondée sur la nature qui fait référence au changement climatique et aux stratégies d'adaptation. Quand on va plus s'intéresser aux personnes qui habitent en ville, les réponses vont être plus diversifiées. Ça va être notamment améliorer les circuits courts, avoir plus accès à des espaces de nature. Et ce sont essentiellement les jeunes qui demandent mettre en œuvre des solutions face aux conséquences du changement climatique. Et donc là, on avait un certain nombre de questions sur les paysages, donc du lieu de vie, les paysages du travail, les paysages des loisirs. Et donc après, on a fait une analyse transversale, c'est-à-dire qu'on a analysé à la fois les questionnaires en ligne et les entretiens sur des thématiques émergentes ou des thématiques d'actualité à approfondir, comme par exemple la ZAN. Et là, on s'est intéressé à analyser finalement qu'est-ce qu'on dit sur le climat. Donc, déjà, on s'aperçoit que la prise de conscience est en cours. Alors, il y a aussi un certain cafouillage parfois quand on exprime les effets du changement climatique. Bon, on voit que les connaissances sont pas robustes et que voilà, ça tâtonne dans les explications. Mais en tout cas, il y a trois effets principaux du changement climatique qui sont observés par les répondants. C'est la perte de la biodiversité, les grosses sécheresses et tempêtes et l'érosion du trait de côte. Quand on s'intéresse au paysage du travail, c'est-à-dire comment conçoivent les habitants sur leur lieu de travail, c'est surtout des solutions d'adaptation qui sont envisagées avec toujours la végétalisation qui est au cœur des solutions. Exemple, par exemple, d'un répondant, diversifier les espaces verts dans une optique paysagère, climatique et écologique, arbres et arbustes de différentes tailles en essence procurant de l'ombre. Quant au paysage de loisirs, on va être surtout sur des propositions basées sur les solutions fondées sur la nature. Et enfin, il y a une cinquantaine de propositions des actions sur le climat comme levier pour l'amélioration des paysages. Et là, on est vraiment sur des questions de sensibilisation des élus. La question du bocage qui revient toujours. Adapter les essences végétales, on va le voir notamment avec des exemples d'Audrey. Et donc voilà, donc finalement, en chiffre clé, c'est une personne sur quatre qui considère que les actions sur le climat sont prioritaires dans les paysages du quotidien. Et on a trois temps, c'est-à-dire quand on fait référence au climat, c'est soit on fait référence au passé, c'est-à-dire qu'on veut revenir en arrière. Il y a vraiment ce truc de on revient en arrière pour améliorer les choses. On parle du présent et les répondants disent bah, en fait, aujourd'hui, on fait n'importe quoi ou soit ils se projettent dans le futur, et là, ça fait vraiment référence à des craintes. Donc là, c'est tout ce qui ressort autour de l'enquête bien-être et paysage breton, des chiffres clés donc sur les paysages.
Et maintenant, alors désolée, alors je change de sujet et après on va regrouper un peu mieux, ficeler tout ça, climat et paysage. Donc récemment est sorti en mai, là, cette année, les chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne. Donc on est sur une brochure d'une 60aine de pages. C'est accessible en ligne, téléchargeable, toutes les données sont accessibles aussi. Et donc on va vous présenter quelques éléments. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que présente le chiffre clé? Donc, c'est la Bretagne dans le changement climatique global. On a des explications méthodologiques. Il y a aussi le climat breton historique, parce qu'on prend comme référence une histoire du climat. Les extrêmes et événements climatiques futurs. Et ici, vous avez l'ensemble des thématiques qui sont abordées dans ce chiffre clé. Et donc, moi, je vais vous donner envie d'aller plus loin en vous présentant quelques chiffres. Alors, tout d'abord, tout le document est basé sur la TRAC, c'est-à-dire la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, avec comme référence 3 degrés, plus 3 degrés mondial, ce qui équivaut en France à plus 4 degrés. Donc ça, c'est vraiment la base du document. Ensuite, suivant les projections, on va utiliser entre 17 et 119 projections, donc 119 scénarios en fonction des indicateurs souhaités et avec donc qui proviennent de différents fournisseurs. Et donc, alors, en fait, j'ai les petites fenêtres, si je peux réduire. Voilà. Comment sont présentées les données? C'est en gros, il y a toujours une moyenne, donc là, plus 40, et après, on a un intervalle de confiance, plus 25 à plus 54 pour les scénarios les plus pessimistes. Alors, tout d'abord, un des premiers chiffres, c'est les étés bretons typiques seront bien plus chauds, puisque on est sur une moyenne à plus 40 jours avec des températures de plus de 25 degrés par rapport à 1976-2005 où on avait 17 jours, avec des extrêmes à plus 54 jours. Donc ça veut dire qu'il faut 4,5 fois plus de besoins en confort d'été dans les bâtiments. Et finalement, 2022, qui était une année extrêmement chaude, est une année qui sera anormalement fraîche. Et donc, ça fait plus 25 jours par an où on a des conditions favorables pour avoir des feux de forêt et de landes. Donc, par rapport à 1976-2005, c'est 12 jours. Donc, on est toujours par rapport en fait à cette période donnée. Température extrême, donc le pire, on pourrait arriver sur des records de 46 degrés en termes de température, voire à 51 degrés pour des modèles plus pessimistes. Parlons bien entendu des vagues de chaleur. Durée de la pire période, la durée de la pire vague de chaleur simulée sur 20 ans, sachant qu'une vague de chaleur, c'est minimum 4 jours consécutifs, enfin 4 jours avec une température au-delà de la normale pendant 4 jours consécutifs. Donc entre 2003 et 2022, c'était de 16 jours. Plus une France à plus 4 degrés, en Bretagne, ça correspond à 2 mois. Pareillement, sur le nombre de vagues de chaleur sur 20 ans, on a eu 21 vagues de chaleur sur 20 ans. Et là, on serait entre 57 voire 83 vagues de chaleur sur 20 ans. Ce qui fait que, ah oui, il faut que je me dépêche, sur une année, ce serait 3 vagues de chaleur et 6 voire 8 dans le futur. On aura bien entendu des sécheresses hydrologiques plus conséquentes, moins 37% de débit des cours d'eau en fin d'été, avec plus un mois d'étiage des cours d'eau. Donc là, vous voyez ici les sécheresses sur la Vilaine, une fois entre 1976 et 2005, 3 fois pour une France à plus de 4 degrés et 11 fois pour les scénarios les plus pessimistes. Donc là, on est sur les précipitations. Bien entendu, plus de précipitations en hiver, avec une moyenne à plus 4%, avec des extrêmes à 9%, voire 44%. Donc là, c'est vraiment l'intervalle de confiance qui est assez important, d'augmentation de l'intensité des épisodes de pluie extrême. Et enfin, sur l'augmentation alors, on ne voit pas, il n'y a pas
de choses significatives sur l'augmentation du nombre de tempêtes. Par contre, on voit que les tempêtes auront plus d'impact et impacteront plus les territoires, notamment avec l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, ça c'est pour vous donner envie d'aller voir plus loin sur le chiffre clé. Et donc, aujourd'hui, on a des chiffres, on a des observatoires photos et on s'intéresse à créer un observatoire photographique régional du changement climatique, enfin des effets du changement climatique sur les paysages bretons, pour imager finalement ces données, pour rendre palpable en quelque sorte le changement climatique sur les paysages. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin accru de sensibiliser les élus locaux et les citoyens, ça c'est une évidence, donner à voir concrètement les effets du changement climatique, suivre pas à pas les changements, comme on a pu voir avec le bocage, hein. Finalement, les temporalités de l'humain sont très différentes des temporalités des paysages. On fédère aussi notre réseau des observatoires photos à partir de centres d'intérêt communs. Et puis, on centralise aussi l'ensemble des démarches expérimentées. Et je vais passer la parole à ma collègue. Oui, alors, donc avant de vous parler un peu de comment on a mis en place et comment on met en place cet observatoire photo, l'idée est un peu de présenter bah, voilà, des démarches d'observateurs photographiques des paysages en lien avec le changement climatique qui existent déjà aujourd'hui, donc, ou qui sont en cours de création. Donc, on peut citer d'abord la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis en place un OPP à l'échelle régionale également et qui s'appuie sur des séries photographiques déjà existantes. Également, on peut citer le PNR des Vosges du Nord, en collaboration avec l'ONF et la DREAL du Grand Est, qui sont en cours de création entre 2024 et 2026, donc d'un OPP ici concentré sur la forêt et sur les 6 territoires du PNR de la région. Et enfin, la DDT Indre-et-Loire est en cours également de création d'un OPP, cette fois aussi en créant les points, et qui en fait poursuit la dynamique de la stratégie Climat 36 qui a été instaurée à la suite d'incendies en 2019. Donc en fait, ces 3 exemples, mais également la démarche de réaliser un OPP changement climatique, ça répond vraiment ou ça veut répondre aux besoins d'illustrer de manière concrète les effets du changement climatique donc sur les paysages. Nous, la première phase de notre démarche, ça a été de réaliser un inventaire des effets du changement climatique donc sur les paysages ici bretons, en concertation avec les experts du pôle climat de l'OEB. Et de cet inventaire a découlé 20 changements du paysage. Donc, on peut citer quelques exemples, la hausse de fréquentation des lieux frais, les érosions du trait de côte, les implantations d'énergies renouvelables, la végétation brûlée par incendie ou l'acidification et augmentation de la température de l'eau. Donc, tous ces changements du paysage listés sont en fait classés en 4 grandes catégories qui vont être les aléas terrestres et maritimes, les solutions d'adaptation et d'atténuation, les milieux et espèces et également la fréquentation des lieux frais. Et l'idée de faire cette liste, c'est également d'expliquer donc ces phénomènes et en quoi ils sont en lien avec les effets du changement climatique, mais pas que. C'est aussi expliquer les autres facteurs qui vont rentrer en jeu dans les modifications paysagères pour bien montrer que les modifications du paysage ne sont pas en lien essentiellement et 100% avec le changement climatique, mais c'est bien multifactoriel et voilà un ensemble de facteurs. On peut citer par exemple une inondation par ruissellement. Ça va subvenir lors de pluies intenses ou de cumul de précipitations significatives sur plusieurs jours, mais également ça intervient parce que les sols sont de plus en plus artificialisés, parce qu'on va avoir des sols qui ne sont plus plantés mais qui sont plutôt des sols nus, etc. Et donc tout ça, ça peut être des facteurs qui rentrent aussi en jeu. Donc l'idée était vraiment de regrouper tout ça et surtout d'expliquer. Donc ici, on peut voir simplement rapidement le tableau donc avec les 20 changements et également, c'est un petit peu nos séries présélectionnées. Mais on pourra y revenir si ça vous intéresse. Donc concernant la deuxième phase, c'était vraiment la présélection des séries. Donc ça a été réalisé tout récemment entre avril et début juin.
Et l'idée était de se baser, donc, comme l'a dit Caroline, sur notre corpus déjà présent de la PopRaise, qui regroupe l'ensemble des OPP bretons, qui est composé de 1500 séries. Donc on avait déjà de la matière, et l'idée était de voir si voilà, on avait des séries qui pouvaient illustrer ces effets. Et donc avec 17 structures porteuses de PPP, lors d'échanges, on a pu recenser 279 séries, soit à peu près 20% du total, et qu'on a classées selon 3 catégories. Donc il y a les séries immédiates, qui sont vraiment les séries qui voilà, composeront aujourd'hui le corpus, sachant que là c'est toujours la présélection. Et immédiate, c'est voilà, des séries où on voit des changements du paysage qu'on peut au moins en partie affilier au changement climatique. On a également une catégorie long terme. Ici, on ne voit pas ou très peu de modifications du paysage, mais voilà, c'est des sensibilités particulières sur ces zones. Et donc, l'idée est de les garder en mémoire et de les suivre. Et ensuite, 27 séries pour la sensibilisation. Donc ici, on n'a pas d'effets avérés en lien avec le changement climatique, mais on a des modifications qui sont des changements du paysage qui vont tendre à apparaître de plus en plus en lien avec les effets du changement climatique. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir les utiliser à des fins réellement de sensibilisation. Donc voilà le corpus présélectionné. Et dans celui-ci, on remarque qu'il y a 4 thématiques qui finalement ne sont pas encore représentées par des séries dites immédiates, qui sont l'acidification et l'augmentation de la température des océans, l'inondation par ruissellement et débordement des réseaux de drainage, la baisse des niveaux de lacs et cours d'eau et la disparition-apparition de milieux. Donc maintenant, on va en être, c'était là, ouais. On arrive dans notre phase de validation, donc qui se tiendra demain, le 1er juillet, lors du comité de pilotage des OPP bretons. L'idée est de présenter cet ensemble de corpus, c'est ce corpus de photos, et de valider ou non les séries et d'en rajouter ou pas, enfin, voilà, de valider réellement le corpus. Et on a décidé aussi voilà, de parler et de mettre en valeur le pouvoir discursif des clichés, c'est-à-dire le pouvoir de l'image d'un côté. Donc, comme on peut voir sur la première série de gauche, où voilà, après, on se situe sur le sillon de Talbert, et après une tempête, voilà, on voit clairement la modification du paysage et le changement, mais également des séries qu'on peut décrire comme pouvoir du discours. Donc ici, sur les photos, on ne voit pas forcément de changement à proprement parler, mais en fait, on se situe au marais de Bossé avec la digue de Ploubalay qui a été ébréchée sur plusieurs mètres. Et donc la maison de devant est aujourd'hui inondée lors de fortes marées et donc est devenue une maison témoin. Donc ça peut être vraiment très intéressant de continuer de suivre ce point de vue et voir voilà, qu'est-ce qui va en advenir. Donc à la fin de cette validation, après la journée de demain, on intégrera la sélection finale sur la PopRaise dans un axe thématique changement climatique avec pour chaque série une petite description courte. Si on revient un petit peu à la présélection seulement pour les séries immédiates, ici on peut voir une petite carte avec pour le moment les séries présélectionnées et on peut voir qu'il y a voilà, une grande disparité dans la répartition, notamment un manque de séries en Centre-Bretagne assez visible et également une forte concentration de séries sur la frange littorale sud qui notamment peut témoigner du de la forte représentativité des dynamiques littorales, du fait qu'elles soient beaucoup suivies. Et si on compare un petit peu le corpus présélectionné avec justement l'enquête bien-être et paysage breton, on peut voir que nous, dans notre présélection, les aléas les plus photographiés vont être l'érosion du trait de côte, l'augmentation des effets des tempêtes et submersions marines, et également la végétation brûlée par des incendies. Et ces résultats vont finalement tendre à rejoindre ceux de l'enquête. Comme on peut voir, il est cité que les effets du changement climatique sont observés par les Bretons, principalement sur les paysages littoraux et de cours d'eau, avec notamment l'érosion du trait de côte. Donc on retrouve également la montée des eaux et les événements météorologiques extrêmes. Et enfin, la dernière étape de ce premier travail concernant la création de l'OPP est évidemment de le valoriser. Et donc pour cela, on a créé notamment, oui, on a repris le bloc diagramme créé par le chiffre clé climat
en l'illustrant, en fait, en illustrant les phénomènes expliqués avec des séries qu'on pouvait avoir déjà. Donc, on va vous faire une petite démo si ça fonctionne. J'ai l'impression que ça marche. Et donc, il y a ce bloc diagramme qui montre des effets, qui va les illustrer aussi bien avec des séries dites immédiates que des séries sensibilisation si on n'en avait pas encore d'immédiates. Et on va également avoir la rédaction d'un article sur le projet et un petit peu plus largement comment il s'inscrit dans le paysage et le climat, la relation paysage-climat. Et également, l'idée est de pouvoir utiliser réellement ce corpus en créant une boîte à images, donc qui sera disponible et dans lequel il y aura, voilà, pour chaque phénomène, aussi bien en sensibilisation qu'en série immédiate, le corpus facile d'accès et qui pourra être voilà, utilisé pour imager vraiment les effets du changement climatique sur les paysages concrètement en Bretagne. Et ça ne marche pas trop. En fait, Internet se remet à jour sur mon ordinateur. De toute façon, on va s'arrêter là parce qu'on a bien trop dépassé. Et puis, si on a le temps, on pourra présenter le bloc diagramme. En tout cas, voilà. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas donc, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Du coup, merci en tout cas pour cette intervention super intéressante là. Vous nous avez bien brossé en tout cas un peu une image en tout cas de l'importance du paysage pour nous Bretons localement. Et en attendant justement de pouvoir voir donc du coup demain soir c'est ça ce travail là d'observateur photographique. Il y a donc on va se tourner vers la Suisse qui a fait déjà un travail là un important travail en cas de modélisation. Donc la Suisse à plus 4 degrés. Donc certes, c'est des paysages suisses, donc montagne et plaine, mais vous allez voir que leur travail en tout cas est fort intéressant. Et du coup, je vais passer la parole à Sylvia et son collègue Christophe pour la présentation. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, ça fonctionne. Bon, alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter notre projet de 4 degrés de plus en Suisse, les paysages suisses face au changement climatique. Je ne suis pas seule, alors mon collègue Christophe Rondin, il va aussi présenter une partie de ce projet, la partie de la modélisation spécialement. La motivation, c'était un appel de notre Office fédéral de l'environnement en Suisse pour la soumission des projets de recherche appliqués sur le paysage. Et une des plus importantes questions de recherche de l'Office, c'était 4 degrés ou plus. Quel aspect prendra le paysage suisse aux horizons 2050 et 2100? Et ce qui était très important pour l'Office, c'était que les résultats seront représentés visuellement alors, pour sensibiliser les experts et aussi le grand public. Et ça, c'est l'équipe du projet, elle est bien grande. En Suisse, il y a 3 langues officielles et c'est toujours très important ou davantage si on a un projet au moins bilingue. Et c'était notre projet. Alors, en haut, c'est la partie suisse-allemande de l'équipe et en bas, c'est la partie suisse romande. Et tous nos produits sont en allemand et en français. Alors, le rapport, les images panoramiques que je vais vous montrer et aussi les courtes vidéos. Les objectifs, c'était
de développer des scénarios des paysages futurs suisses face au changement climatique. Mais l'autre objectif est de même importance, c'est de sensibiliser pas seulement les experts, mais aussi le grand public aux effets du changement climatique aux prestations de nos paysages. Et la procédure, c'est de développer des modèles. On a développé, modélisé de deux façons, un modèle systémique conceptuel qualitatif basé sur des recherches de littérature. C'est un modèle qui informe sur les relations entre le changement climatique, les actions sociales et politiques et les changements du paysage. Et Christophe vous va présenter la modélisation quantitative. C'est une modélisation du potentiel futur de l'utilisation du sol et des communautés végétales futures. Et pour sensibiliser, on n'a pas seulement produit des tableaux ou des cartes, mais on a présenté les résultats dans des petites histoires, des récits et aussi des visualisations pour qu'on puisse expérimenter ou percevoir les paysages potentiels futurs face au changement climatique. Et ça, c'est le modèle systémique conceptuel. Il est bien simple. D'une part, il y a le changement climatique qui provoque des changements du paysage et il y a des chaînes d'impact direct. Par exemple, en Suisse, le recul des glaciers, parce que les glaciers fondent avec les températures qui s'augmentent, ou il y a les chaînes d'impact indirect. Alors, il y a le changement climatique et les acteurs, peut-être les paysans, ils réagissent sur ce changement climatique. Les paysages choisissent d'autres cultures à cultiver et ça aussi provoque des changements du paysage. Et ça, c'est inclus dans ce modèle qui était la base pour les scénarios des paysages futurs. Et les scénarios climatiques, qu'est-ce qu'on a choisi? Il y a des scénarios climatiques spécifiquement pour la Suisse et la version la plus récente, à l'époque, c'était la version de 218. En effet, à la fin de cette année, il y aura une nouvelle version de ces scénarios climatiques pour la Suisse spécifiquement. On a choisi le scénario pire, c'est une augmentation continue d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est la partie climat. Mais maintenant, il y a la partie de la société et la politique. On peut choisir en extrême entre deux stratégies où on fait une adaptation lente, réactive, alors on ne fait rien, c'est une politique de laisser faire et on implémente des mesures à court terme quand il est presque trop tard. Ce sont toujours des solutions end of pipe et les objectifs des politiques sectorielles ne seront pas atteints avec cette stratégie. L'autre extrême, c'est une adaptation anticipée, proactive. Ça veut dire on s'adapte déjà aujourd'hui, on prend des mesures proactives, anticipées aujourd'hui, on implémente des mesures à long terme. Ce sont toujours souvent des solutions fondées sur la nature. Avec cette stratégie, les objectifs des politiques sectorielles sont mieux atteints. Alors, ça, c'était la base pour les scénarios. Et pour les récits, on a choisi deux régions d'études de cas en Suisse. Une région représente la plaine, c'est le Seeland, ici au canton de Berne, parce que ça représente le plateau central et qui est ici, et où la plupart de la population de la Suisse habite, c'est presque 90%. Et une autre région de montagne, c'est l'Entremont, ici au canton de Valais. Et la région de montagne est bien connue comme région touristique.
Et les récits qui sont écrits dans le rapport, c'est écrit comme des randonnées dans les paysages futurs, dans un climat avec une température moyenne augmentée par 4 degrés. C'est un groupe de randonneurs qui part d'une ville, passe par le paysage agricole, traverse un lac ou une rivière, et des villages et passe par une forêt et la randonnée se termine à un point de vue. Et comme j'ai dit, la politique et la société a deux possibilités d'agir. Il y a des fois, il y a deux options de paysages futurs qui dépendent sur de la stratégie choisie, ou la stratégie réactive ou proactive. Le paysage aura un autre aspect. C'est dans ces images que je vais vous montrer un peu. C'est des images panoramiques. Et ça, c'est la région de montagne. Et ça, c'est la région de la plaine. Et ça aussi, c'est le résultat de la modélisation quantitative dont Christophe va vous parler de plus. C'est seulement un exemple, le recul des glaciers. Alors ça, ici, à la gauche, vous voyez notre plus grand glacier d'Aletsch. En gris, c'est la glace. En noir, ce sont des pentes où la glace s'est reculée, alors les pentes bien raides. En bleu, c'est des nouveaux lacs qui se produisent, et en vert, c'est des surfaces qui sont recolonisées par la végétation. Et de plus, on va vers la fin de ce siècle, vous voyez qu'il n'y aura presque plus de glace à la fin de siècle, mais beaucoup de pentes raides avec du matériel qui est nu maintenant et peut tomber en bas, en ville et sur les villages. Il y a plusieurs nouveaux lacs et la végétation monte en altitude. Maintenant, je veux vous montrer les images panoramiques. Peut-être voilà. Alors, vous voyez cette image? Bon, alors, ça, c'est la page d'entrée. On peut choisir de langue, allemand ou français. Peut-être la montagne est plus intéressante pour vous parce que nous, on n'a pas de mer. On a toujours quelques mers de glace, mais pas d'eau. Alors, ça, c'est la région d'Entremont, au Valais. C'est le présent. On peut naviguer comme dans toutes les directions. En effet, il y a toujours de la neige sur la montagne, mais en effet, on a triché déjà. Quand Christophe avait pris cette photo, il n'y avait pas de neige sur cette montagne. Il y a des bulles d'information partout où il y a un i. Et vous voyez ici la forêt, la limite forestière, et ici une route. Et quand la température augmente, c'est aussi la limite forestière qui augmente en altitude. On ne voit plus la route qui passe ici. Et ici, vous voyez une forêt protectrice. Alors, au présent, c'est une forêt de protection pour protéger ce ville contre les avalanches ou les mouvements de masse, et avec un scénario réactif où on seulement laisse faire, et les essences traditionnelles ne peuvent plus résister à la sécheresse, et cette forêt ne peut plus servir comme de protection. Il faut des murs
de protection immense. Mais avec une stratégie proactive, on commence déjà à changer d'essence et planter des essences qui sont plus résistantes à la sécheresse pour que la forêt protectrice puisse toujours servir de ça. Maintenant, elle protège même les panneaux solaires. Il y a aussi d'autres exemples, et peut-être seulement ça. Vous voyez aussi les glaciers, c'est un peu triché déjà, et un lac de montagne aujourd'hui, avec un scénario réactif, on se dit, bon, il n'y a plus de neige, on ne fait plus de tourisme dans les montagnes, mais des grands barrages pour produire de l'énergie électrique, et aussi ici, un grand barrage. Et dans un scénario proactif, on pourrait dire, ah non, on combine le tourisme d'été avec la production d'électricité, avec ce panneau solaire sur le lac de montagne. Il y a aussi un camping et même l'agriculture avec cet pâturage boisé. Bon, mais maintenant, je termine de partager mon écran et je donne la parole à Christophe pour la deuxième partie de la présentation. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors je vais essayer de partager l'écran. De fenêtre. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Alors, ça a l'air de jouer. Alors, moi, je vais vous parler de la partie quantitative. Donc, Cilia vous a parlé de projection qualitative et puis de visualisation basée en partie sur les projections qualitatives. Moi, je vais vous proposer une projection basée sur des modèles prédictifs dans un climat à 4 degrés. Donc, nous, l'idée de cette partie, c'était de quantifier et spatialiser les changements du paysage avec cette contrainte de plus 4 degrés pour la fin du siècle, et si possible en intégrant justement cette partie qui est qualitative, des narratifs, et puis aussi un contexte socio-économique et des contraintes légales pour ces deux régions dont Cilia vous a parlé. Donc nous, les contraintes, c'était de suivre le scénario RCP 8.5, donc c'est le pire des scénarios pour CH 2018. Et puis pour 3 périodes, donc pour aussi déterminer s'il y avait des points de bascule dans le paysage au cours du XXIe siècle. Et puis ensuite, c'était de dériver des projections géographiques du paysage et de fournir des indicateurs biophysiques et des indicateurs de services paysagers, donc des prestations du paysage de manière quantitative. Et puis finalement, c'était aussi de fournir une information plus quantitative aux visualisations que Cilia vous a présentées à la fin de sa partie. Donc aujourd'hui, on va battre un record de chaleur, on est presque à plus 4 degrés, donc ce schéma va peut-être vous donner un peu de migraine, mais voilà la partie que Cilia vous a présentée, ce modèle d'effet qui est basé plutôt sur des éléments qualitatifs, basé sur la revue de la littérature, des interviews, pour arriver en fait à un modèle conceptuel de changement de paysage et puis des narratifs pour communiquer avec des acteurs et le grand public. Dans cette partie-là, il y a aussi des contraintes socio-économiques, notamment celles qui sont importantes, c'est le cadre légal des politiques sectorielles. Par exemple, la loi sur la forêt en Suisse qui empêche de freiner la progression de la forêt, ou la loi sur l'aménagement du territoire qui va tendre à densifier le paysage. Puis ça a un impact important pour l'adaptation au réchauffement climatique. Donc, ces interviews d'experts, donc les adaptations locales, les actions locales, le cadre légal vont avoir des contraintes sur la demande d'utilisation du sol et aussi des contraintes sur la composition des communautés végétales. Et c'est là que nous, on intervient. En parallèle,
on va en fait modéliser la trajectoire de l'utilisation du sol, donc des différentes catégories d'utilisation du sol. On va faire des cartes potentielles Pardon, d'utilisation du Christophe, sol. Oui. on voit toujours ton premier slide. Tu es, tu es sur les slides avec les modules. Oui. Oui, mais maintenant c'est... Oui. Mais Voilà. maintenant on voit ça, oui. Ah, je suis désolé. Ce n'est pas un mode de présentation. C'est sur diaporama, oui, en haut. Ça va comme Est-ce ça. que là, c'est mieux? On voit Mais toujours pareil, maintenant, c'est pas en mode c'est le slide transition, ouais. correct, oui. Bon, je vais peut-être le Bon. passer comme ça. D'accord. Donc, j'en étais à cette partie de modélisation, de changement d'utilisation du sol, qui est basée en fait sur un apprentissage avec du machine learning, parce qu'un projet qui n'a pas de machine learning actuellement, c'est pas un projet à la mode. Donc, en fait, on a entraîné un modèle en fait, à prédire des transitions dans le paysage basées sur des contraintes climatiques, mais aussi des contraintes socio-économiques, et en entraînant en fait ce modèle sur les données d'évolution de changement d'utilisation du sol du passé. Ensuite, on a modélisé les trajectoires de changement d'utilisation du sol, et puis on a mis des contraintes d'allocation de ces catégories, et puis des priorités dans ces classes, des exigences de ces classes. Et puis, dans cette matrice de catégories d'utilisation du sol, on a projeté des communautés végétales, ce qui nous a permis de produire des indicateurs de prestations paysagères et puis d'informer les visualisations pour le grand public que Sylvia vous a montré. Puis comme ça ne marche pas, je passe comme ça. Donc, ce que ça donne, c'est que par exemple, ici, vous avez l'évolution, par exemple, des glaciers, donc qui diminuent. Et puis à l'autre extrême, vous avez ici l'évolution de l'urbanisation qui est infléchie, par exemple, par en fait, la loi sur l'aménagement du territoire qui entre en force. Ça, c'est ces fameux effets directs du changement climatique pour la glace. Ici, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le changement climatique. Et puis l'évolution de la forêt qui est constante, 1% d'augmentation par année, ça, c'est un mixte entre la déprise agricole et l'effet du réchauffement climatique. Et puis, notre modèle nous donne une probabilité pour chacune de ces catégories. Et puis, on a des règles d'allocation. Par exemple, une prairie peut être transformée en ville ou en village, peut être transformée en forêt sous l'effet du réchauffement climatique ou de la déprise agricole, ou peut rester une prairie. Mais une forêt, en fait, ne peut pas devenir un village et pas une prairie parce qu'il y a la contrainte de la loi sur la forêt. Ça nous donne en fait la matrice du paysage. Et puis en deux dimensions, schématiquement, alors on a ces catégories d'utilisation du sol, et puis à l'intérieur, on va projeter en fait des modèles de distribution potentielle des communautés végétales sous l'impact du changement climatique. Donc c'est des modèles bioclimatiques de distribution de la végétation qui remplissent la matrice du paysage qui évolue. Et concrètement, ça nous donne ça. Donc vous voyez les changements de composition d'utilisation du sol, par exemple pour une région du plateau qu'on appelle le Zélande, région des lacs avec des villes, des lacs, et puis les montagnes du Jura. On voit que la forêt ne change pas beaucoup. C'est surtout l'augmentation des zones urbaines qui augmente, et puis surtout la conversion des monocultures en prairies. Et puis ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment le modèle qui nous l'a dit. On voit qu'on a une expansion des zones urbaines, mais on a surtout une conversion des terres arables en pâturage qui est prédite selon la tendance actuelle qui est détectée dans cette région, puisqu'en fait, on convertit de la monoculture pour produire en fait de la viande de bœuf. Et ça ce ne sera pas durable dans le contexte du changement climatique, mais c'est ce que les modèles nous donnent. Pour la région de montagne, qu'on voit ici, on voit vraiment une remontée de la forêt en altitude. On voit aussi la lande
qui se baladent de plus en plus dans les pelouses alpines. Puis on voit en fait ces glaciers qui laissent des lacs derrière et qui seront en fait peu à peu colonisés par la végétation. Donc pour la région de montagne, c'est surtout la forêt qui est l'élément marquant sous la contrainte du changement climatique. Mais cette tendance, elle peut s'inverser si en fait on a des nouvelles politiques publiques dans le futur. Ça, c'est très difficile à prédire. Mais pour l'instant, en fait, la forêt est prédite pour remonter de manière spectaculaire. Et puis les glaciers sont remplacés par des zones sans végétation ou qui vont être peu à peu colonisées par les communautés végétales. Donc ça induit vraiment des profonds changements dans le paysage. Mais il y a quelques transformations ou statu quo qui pourraient être induits par des politiques sectorielles. Ça reste encore difficile à prédire. Je vous donne juste une représentation de comment en fait la végétation va remplir le paysage sous la contrainte du réchauffement climatique. Donc si on analyse cette image, en fait les forêts d'épicéas qui dominent largement actuellement le paysage en Suisse puis en montagne, donc un arbre sur deux c'est un épicéa, vont se déplacer en altitude et vont être remplacés par des feuillus, ce qui aura vraiment un impact sur le paysage. Les zones de pinède aussi, qui sont des forêts assez intéressantes, seront remplacées par du chêne avec des châtaigniers. Et puis, les changements de composition, comme les types de forêts, sont parfois plus forts que le changement de structure du paysage. Donc l'impact, le remplissage du type de végétation, c'est souvent plus important localement que ces transitions entre catégories d'utilisation du sol. Puis par rapport aux indicateurs, là ici vous voyez par exemple un indicateur qui est le potentiel pour faire du pâturage boisé avec du mélèze. Donc par exemple chez vous, dans les Hautes-Alpes, vous avez déjà ce genre de pâturage, donc cette remontée de la forêt se transforme en opportunité en fait de s'adapter au réchauffement climatique, puisqu'en fait on passe de pelouse alpine ou de forêt à un système agro-silvo-pastoral. Puis quand même, quelques limitations à nos projets. Dans ce projet, on n'a pas fait de modélisation de type de culture. Donc on prédit des conversions, par exemple, de monoculture à pâturage, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce qui va vraiment remplacer, par exemple, la pomme de terre. Ici, vous voyez que la pomme de terre, partout où elle est cultivée, dans le futur, en fait, elle sera plus possible d'être cultivée. Donc ça, c'est une limitation. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes en fait, sur les choix d'adaptation régionaux. Donc, on montre des potentiels, on montre des indicateurs, mais ce qui va vraiment être réalisé par les acteurs locaux, ça reste vraiment très difficile à prédire localement. Et puis parfois, justement, cette remontée de la forêt, ça donne en fait des opportunités avec le réchauffement. Donc, ce n'est pas que des effets négatifs, c'est aussi des opportunités. Et j'en profite, je te laisse, Sylvia, peut-être poursuivre pour les produits du projet. Bon, oui, alors les produits du projet, ce sont sur un site web que vous voyez, vous trouvez les liens au slide le dernier. Le rapport, c'est en allemand et en français et ces images panoramiques et il y a aussi des teasers vidéo qu'on peut partager dans les médias sociaux. Et tout est en allemand et français et avec l'exemple de la montagne et la plaine. Et maintenant, Christophe, tu as quelque chose avec ce... Oui, de faire avec? Un des produits aussi, vous avez montré dans la première présentation une pièce de théâtre. Nous, on a fait aussi une exposition qui était basée sur en fait, les scénarios de plus 4 degrés. C'était une exposition qui proposait en fait, de se projeter en 2008 ans dans une région alpine avec des mécanismes d'adaptation qui étaient surtout basés sur les traditions. Et en fait, un des artistes a mis justement en forme nos visualisations, mais sous forme de peinture. Et puis, on a aussi un peu amélioré les narratifs.
Et puis on avait prévu des laves torrentielles qui sont en fait produites 1 an après exactement là où on l'avait imaginé. Donc voilà, on en a terminé. Voici quelques liens dont vous a parlé Sylvia. Et puis, on reste à disposition pour des questions. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la suite? C'est la première question, toujours la plus difficile. C'est trop chaud. S'il n'y a pas de questions. J'avais une Pardon. question sur la diffusion. Donc, les dernières slides ont un peu répondu. Donc, c'est diffusé sur Internet, sur un site voilà, donc en autonomie. Est-ce que de votre côté, vous avez fait des présentations un peu en format un peu spécifique, enfin, notamment avec ces images là à 360 degrés qui sont bluffantes en fait, c'est super intéressant de voir ça. Donc bravo déjà aussi, je commencerai par là, pour ce travail-là. Et ouais, dans quelle mesure ça a pu être communiqué sur vos travaux et quel retour vous avez eu? Est-ce que ça a été un support d'échange ou si c'est plutôt exclusivement un livrable que, voilà, que les gens prennent tel qu'il est? Oui, alors, au cours de ce projet, et pour les ressources limitées, c'est un produit seulement qu'on espère que les gens le prennent. On voulait faire un dossier pour l'école secondaire en Suisse et on a proposé un projet, mais on n'a pas réussi de recevoir les ressources, malheureusement, parce que ça aurait été avec des autres écoles euh, comment dit-on, de pédagogique, de Lausanne et de Zurich. Alors, ça pourrait être un, un bon projet, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de ressources jusque maintenant. Et d'autres, j'avais l'occasion de présenter ce projet déjà quelques fois parce que comme maintenant ce webinaire, il y a beaucoup de communes en Suisse qui se préparent au changement climatique et ils ont fait oui, des événements comme ce webinaire maintenant en Suisse. C'est en Romandie, en Suisse allemande. Et Luca, lui, il va présenter le projet au mois de juillet à Airolo, à la Suisse italienne, même, en italien. Voilà, donc il y a eu dans les 3 régions linguistiques, il y a eu un communiqué de presse conjoint où il y a eu pas mal d'articles. Ça a été relayé sur des blogs de grands journaux, enfin, grands journaux au niveau suisse, hein. Et puis, on a cette exposition qui a tourné quand même 6 mois, où on a quand même basé une grande partie de cette exposition, qui était vraiment, enfin, qui a fait, je crois, 10 000 visiteurs. C'était pas trop mal dans une région de montagne. Et en fait, il y a une spin-off de ce projet qui a été de prédire en fait, les changements sur les zones périglaciaires. Donc, dans ces espaces qui sont déglacés, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça aura une valeur pour le tourisme au-dessus de la limite de la forêt? Quel est l'impact de la forêt? Est-ce que ça pourrait être utilisé pour... ce ne sera pas intéressant, donc on va pouvoir faire des barrages. Ou alors on va en faire des réserves de biodiversité. Donc au niveau paysager, en fait, ça a permis de poursuivre sur ces zones spécifiques à la Suisse qui sont ces nouveaux Eldorado pour soit la végétation, soit la production d'électricité. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question d'Alexandre sur la modélisation et par extension les projections. Est-ce qu'il est envisageable sur n'importe quel territoire? Alors au niveau de la transférabilité, les modèles qu'on a utilisés, ils ont été calibrés au niveau européen. Et ça, c'est un projet qui s'appelle Valpar, de mon collègue Antoine Guizan, donc, qui est le pape des modèles prédictifs. Donc ces modèles calibrés pour l'Europe, ils sont en théorie disponibles.
chez le professeur Guisan. Et ils sont transférables pour un grand nombre d'espèces. C'est plusieurs milliers d'espèces, c'est peut-être 4000. En fait, ils sont disponibles pour l'Europe, mais à faible résolution. Donc après, il faut les reprojeter, par exemple, pour à l'échelle d'un département ou d'une région, il faudrait les projeter avec les mêmes variables sur des zones plus fines. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va passer à la suite. Donc, je vais repasser la parole à Camille Morand de l'Audiard et on va revenir du coup en Bretagne avec l'étude La Destinement à paysage 2050 en Bretagne. Très bien. Eh ben, je vais partager à mon tour mon écran. Hop. Voilà. Et voilà. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci Myriam pour l'invitation. Donc, on va rester effectivement dans la thématique joyeuse des plus 4 degrés qui nous accompagne cet après-midi. Le travail que j'ai réalisé à l'Audiard. Donc, l'Audiard, c'est l'agence d'urbanisme de Rennes. Donc, on est une structure associative qui travaille du coup pour les membres de l'association qui sont du coup les collectivités, le département, la région, sur des études assez diverses, économiques, environnementales, sur l'urbanisme ou le logement. Et donc, ça fait quelques années que l'Audiard travaille sur une thématique Explorons 2050, où du coup, des travaux menés sur la prospective 2050 à l'échelle donc de notre territoire d'études. Donc, on va dire, grosso modo, on va dire plutôt le département. Il y a eu précédemment les récits de vie en 2050, qui sont en fait un recueil de récits avec 6 personnages en 2050, et donc qui explorent le futur entre Rennes et Saint-Malo, des paysages, des modes de vie, des technologies sur ce territoire de manière plutôt fictive. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui donc la fresque des paysages en 2050, en vous parlant rapidement du cadrage de l'étude et après en allant explorer donc ce scénario et sa transcription graphique. Donc, on est parti aussi du constat à la base que effectivement, on a des scénarios nationaux, on a des scénarios un peu plus locaux, de changement de température, d'évolution des modèles agricoles, des modes de vie, etc. Pour autant, il n'est pas toujours facile de s'en faire une représentation visuelle, et parfois les images, c'est ce qui impacte le plus dans les consciences de chacun et de chacune. Je pense que les travaux que Caroline nous a montrés et que Sylvia vient de nous montrer également en témoignent. L'image est quand même assez forte. Et donc, on a souhaité travailler sur une fresque dessinée. Donc, en 2050, donc l'idée c'est de se projeter à plus 25 ans. C'est un pas de temps assez court. Et en même temps, ça s'accorde aussi sur nos propres démarches prospectives, sur la continuité aussi d'études nationales sur ce sujet-là et l'objectif de la loi climat et résilience. On se trouve à l'échelle du bassin de Rennes, une échelle géographique volontairement un peu floue, mais qui nous permettait aussi d'aborder plusieurs unités, plusieurs ensembles de paysages autour de Rennes. Donc, notre travail, c'est basé, on a formulé des hypothèses sur la base d'éléments de prospective nationale. On n'a pas forcément fait notre propre prospective. On a compilé des éléments qu'on a adaptés parfois pour que ça colle au territoire. Et ensuite, on s'est plutôt attaché à, parmi tous ces éléments, toutes ces trajectoires, quelles seront les évolutions qui seront vraiment visibles sur les paysages. Et donc, tout ça en lien avec le changement climatique. Donc, on se pose
dans un scénario plus 3 degrés en 2050, avec une augmentation de la démographie du bassin de Rennes. Et également, donc, du coup, on peut mentionner en particulier les tensions sur la ressource en eau, entre autres. Donc, ce projet a pour objectif de donner à voir les mutations pressenties sur les paysages agricoles et naturels, mais également le lien ville-campagne à l'horizon 2050. Donc on est parti voilà, sur une revue bibliographique, des hypothèses. Le souhait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a fait qu'un seul scénario. Un scénario, du coup, on va dire réaliste, en ayant du coup une approche exploratoire sur 6 thématiques, sur l'eau, sur l'énergie et les énergies renouvelables, sur les lisières urbaines, la densification des villes, donc sans rentrer forcément dans ce qui va se passer très spécifiquement dans les milieux plus urbains, sur la thématique des agricultures, on l'a mis au pluriel, sur la trame verte et bleue avec la question des continuités écologiques et comment les habitants aussi dans tout ça vont aussi s'adapter et voir leur environnement être modifié. On ne s'est pas limité à des changements qui nous paraissaient souhaitables. On a dessiné pour nous les futurs possibles, y compris les évolutions qui seraient pas forcément encore anticipées ou qui ne seraient pas souhaitées par les acteurs institutionnels, dans le sens où on n'a pas illustré un document de planification avec des objectifs politiques. C'est permis de faire à certains moments un pas de côté lorsque cela s'avérait aussi, qu'on retrouvait ça dans les différents scénarios prospectifs. Donc les modifications, les adaptations qu'on a dessinées ne sont pas toutes radicales et pas forcément visibles non plus à la même échelle. Donc on a travaillé à différentes échelles, à l'échelle humaine, celle du grand paysage, et également à l'échelle de la parcelle, pour regarder en fait, s'imaginer quels sont les impacts visibles, plus ou moins marqués, suivant la hauteur du regard. Donc voilà, à noter aussi que notre méthode s'est inspirée des travaux réalisés par le collectif de l'après-pétrole et du coup leur fresque sur les campagnes d'after 2050 et également la fresque sur le PNR du golfe du Morbihan. Vous retrouverez. Donc on a voilà, cette fresque-là qui est disponible à la fois en poster et à la fois en numérique pour pouvoir zoomer dessus. Donc on a fait rapidement un choix d'illustrer ça en noir et blanc avec une vision plutôt panoramique, vue d'oiseau, un peu oblique. Ça nous permet en fait de rentrer vraiment dans le paysage plutôt que d'avoir plusieurs vignettes mis côte à côte. Là, on a l'ensemble des paysages qu'on embrasse d'un seul regard, plutôt donc dessiné plutôt en saison estivale aussi, ça c'était un choix. Et volontairement aussi, la géographie, elle est modifiée. On ne va pas reconnaître et identifier spécifiquement une commune, une route ou un cours d'eau. Cependant, les éléments de la géomorphologie et quelques éléments permettent de se repérer sur le principe qu'on est sur le bassin de Rennes avec une ville centrale et beaucoup plus dense. Le bassin, donc situé dans le bassin, donc entouré par des éléments de relief un peu plus marqués sur les côtés, donc un cours d'eau principal au milieu. Donc on reconnaîtra plutôt la Vilaine pour ceux qui connaissent le territoire. On a donc voilà, je vais passer rapidement peut-être sur cette diapo, mais la démarche en 4 mots, c'est qu'on on est d'abord passé par un diagnostic donc pour rédiger, voilà, nous, c'est quoi notre scénario en 2050, qu'est-ce qu'on y met, donc en s'inspirant de différents scénarios. Ensuite, on a travaillé sur la base d'une matrice paysagère en disant qu'est-ce qui est visible à la parcelle, qu'est-ce qui est visible à l'échelle de l'homme ou de l'animal et qu'est-ce qui est visible à l'échelle d'un ensemble paysager
pour pouvoir composer en fait cette fresque. Et enfin, une étape qui pour nous a été très importante, c'est qu'à différentes étapes de la constitution de la fresque et de nos éléments, on l'a fait valider, on a eu des échanges sous la forme d'ateliers, voilà, de petits séminaires avec les techniciens, donc différents services de Rennes Métropole, pour valider nos hypothèses et voilà, suivant leur thématique de service. Ça a été pour nous enrichissant pour la démarche. Donc, je vais changer de fenêtre parce que j'avais des slides un peu classiques, mais je me dis que ça peut être quand même plus sympa de naviguer directement sur la fresque. Est-ce que Myriam, tu peux me confirmer que vous voyez bien le grand dessin là Oui, sur votre on écran? voit. Super, Ouais. super. Donc voilà, donc c'est une illustration qui est foisonnante de dessins, un peu comme dans un Où est Charlie. On peut le regarder, voilà, en regardant la vue d'ensemble, et on peut également zoomer pour aller venir chercher des détails sur la façon dont a été illustrée chaque thématique. Donc, je ne vais peut-être pas balayer toutes les thématiques, vous faire un aperçu de tout ce qui a été pensé et illustré ensuite sur cette fresque. Tout d'abord sur la thématique de l'eau. On a souhaité illustrer donc un nouveau rapport à l'eau, puisque voilà, le changement climatique en 2050 a perturbé le cycle des saisons. Donc voilà, on est plutôt nous, on s'est projeté sur plutôt une bisaisonnalité. Il y a une période chaude et sèche et une saison tempérée et humide dans le bassin de Rennes en 2050, avec une raréfaction de la ressource en eau en période sèche et une intensification des inondations en période humide. Alors, les territoires se sont progressivement adaptés, et donc aujourd'hui, en fait, en 2050, je vais parler comme si on était en 2050, on a un reméandrage des cours d'eau. Donc, on voit des cours d'eau serpenter dans la campagne, comme si ça avait toujours été le cas. Mais en fait, c'est le fruit d'un gros travail de reméandrage et de remise en état du cours d'eau dans son lit naturel. Donc, tout ça pour favoriser le ralentissement de l'écoulement de l'eau. Mais on a aussi également des barrages qui ont été aménagés, ou des barrages du coup en amont de certaines villes pour bloquer en fait l'eau lors des fortes inondations. C'est des choses qui impactent aussi nettement le paysage, donc on a souhaité aussi représenter. Et également, on a aussi comme élément paysager qui modifie nos paysages, ces prairies en fait le long des cours d'eau, puisque en fait successivement les abords des cours d'eau étant régulièrement inondés d'hiver en hiver. La mise en culture devient très problématique sur ces espaces-là. Et donc, en fait, l'ourlet le long des cours d'eau ont été en fait, modifiés en prairies permanentes, avec du coup du pâturage voilà, quand le sol le permet. Donc, avec une plantation aussi, une nouvelle plantation de haies, donc un deuxième rideau de haies le long des cours d'eau, qui permet en fait cet ourlet boisé le long, et donc faire un véritable corridor vert, en fait à la fois défensif contre, enfin en fait, on laisse faire les inondations, voilà, et en même temps ça permet de favoriser la trame verte et bleue sur le territoire. On a souhaité, voilà, donc voilà, c'est un petit exemple pour l'eau. Pour la thématique de l'énergie, par exemple, on s'est dit, voilà, ça va être un élément qui va fortement impacter nos paysages,
avec du coup, voilà, on va se dire, on passe par une crise énergétique et la Bretagne qui souhaite accroître sa part d'autonomie énergétique. Et donc, comment la transition énergétique vient marquer les paysages du bassin de Rennes en mettant une priorité sur le mix d'énergie renouvelable et la forte réduction aussi des déplacements carbonés. Voilà, donc on se dit peut-être que aussi cette transition énergétique aura un impact dans le paysage, peut-être aussi forte ou voire plus impactante que le remembrement. On va vraiment avoir des modifications très fortes et rapides dans le paysage avec l'installation d'équipements. On a du coup imaginé une augmentation de la production énergétique tournée vers le solaire. Alors, le solaire, c'est d'abord entre 2025 et 2050 implanté dans les milieux urbains, sur les toits plats des industries, les centres commerciaux. Et depuis 2030, on se dit que les bâtiments neufs sont aussi à énergie positive. Et puis, par la suite, afin de respecter les objectifs de décarbonation et aussi accroître la production d'énergie, les panneaux ont été aussi installés hors la ville. Donc, c'est ainsi que l'on trouve de plus en plus de structures de production solaire à la campagne, posées à même le sol, posées sur l'eau. On a aussi les systèmes de tracker, mais également pour faire de l'ombre au niveau des prés qui sont pâturés, donc sous les vaches. C'est des éléments qui existent déjà, c'est pas voilà, mais voilà, qu'est-ce que ça fera dans nos paysages en 2050 si ces éléments viennent à se multiplier? En termes d'énergie, la question du bois comme mode de production d'énergie. Comment cela va-t-il se structurer comme, en tant que filière et comment cela va-t-il aussi impacter les paysages? Les chaufferies bois donc, sont des infrastructures qui se sont pas mal développées ces dernières années. Les années et donc une filière de bois d'œuvre qui se structure à partir de 2030 et donc des nouveaux boisements avec une croissance rapide donc sont implantés sur le territoire donc qui viennent aussi modifier la perception de nos paysages qui sont quand même plutôt bocagés ou ouverts sur les plateaux. Et puis la manière dont on récolte ce bois énergie vient aussi modifier le faciès de la forme des arbres et de la forme des haies. Aussi, on se dit, pour aller travailler sur le bois énergie, il faut aussi rentabiliser la taille, la récolte de ce bois, et notamment sur le bois bocage. Est-ce que voilà, le système de taille comme ça, très mécanisé, va être systématisé sur certaines haies? Et dans ce cas-là, on n'est plus du tout sur une haie multistrate avec la taille en ragos à la main, etc. On se retrouve avec voilà, des haies comme le long des axes de 4 voies. Voilà, ça, c'est des questionnements aussi que l'on se pose. Et puis, peut-être un mot de plus, je pense que je ne vais pas détailler toute la fresque parce que ce serait indigeste en un seul coup, mais parler peut-être des agricultures que nous avons donc imaginées pour cette fresque, avec du coup déjà le scénario où voilà, des exploitations agricoles qui sont en nombre plus réduit en 2050 qu'en 2025. On passerait de 1400 exploitations agricoles en 2020 à environ 1070 en 2050. Voilà, donc ça, c'est des hypothèses qu'on a formulées à partir des données du recensement agricole et on a prolongé des statistiques. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a effectivement des exploitations de plus en plus grandes, avec du coup donc liées aussi à la perte de la population agricole
liées aussi à la démographie, au vieillissement en fait, des agriculteurs et au non-remplacement. Donc, on a moins de fermes, des fermes plus grandes. Donc ça, c'est un scénario qui est déjà à l'œuvre, mais avec aussi le système de technologie verte qui va venir du coup compenser, remplacer une partie de la main-d'œuvre agricole manquante et également pouvoir couvrir des besoins d'agriculture de précision, de l'agriculture de prédiction. Voilà, on va anticiper certaines maladies, on va anticiper certains besoins. Donc il y a voilà, cette façade de l'agriculture qui s'accompagne aussi avec un système d'élevage hors sol où voilà, les, euh, Il fait chaud, les moi robots de j'attends la traite. fin, là. Le truc de Audiard, c'est justement ce qu'elle parlait Morgan, en fait. Peut-être couper votre micro. Voilà. Je viens de le couper, ouais. Voilà, pardon, ça me perturbait. Avec voilà, un système d'élevage hors sol. Donc, l'élément en fait, de la vache dans le paysage, nous on se dit qu'en 2050, ce sera un élément qui sera beaucoup plus rare, dans la mesure où du coup, il y aura probablement des exploitations plus grandes avec des vaches qui seront plutôt gardées en intérieur ou vraiment à proximité de la ferme. Ou bien en fait quand le sol le permettra, comme je disais, dans les pâtures, mais voilà, un petit peu camouflé par ces ourlets de végétation. Avec du coup, donc ça c'est un modèle plutôt donc on va dire d'intensification avec des parcelles qui s'agrandissent et donc ça c'est un modèle, on se dit qui va être plutôt viable sur les plateaux avec une céréalisation et donc une intensification des modèles. Deuxième modèle agricole sur lequel on a travaillé, c'est un développement des circuits courts lié aussi à une demande des consommateurs et des actions aussi proactives des collectivités, liées aussi à la difficulté d'accès au terrain, des agriculteurs qui vont du coup se regrouper pour produire à proximité diversifier en fait leur production. Donc, on a aussi des regroupements de fermes avec une mutualisation d'ateliers, une mutualisation d'équipements qui se fait de plus en plus. Donc, sur place, avec voilà, de la vente directe. On a également aussi une structuration de plateformes logistiques voilà, qui suit, de plateformes logistiques pour les circuits courts qui va venir s'implanter à proximité des villes aussi pour justement organiser et optimiser cette vente de produits locaux, avec un développement aussi du maraîchage et de l'agriculture périurbaine, vraiment donc à proximité des villes et plutôt à proximité aussi des cours d'eau. Donc on a ces deux vitesses d'agriculture qui finalement façonnent un peu, et donc là je vais dézoomer, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer à zoomer, dézoomer, hop, où on retrouve en fait sur les plateaux, sur les plaines et les plateaux, une agriculture plus ouverte, plus intensive, que l'on retrouve aussi voilà, de part et d'autre de la grande ville, et puis plutôt à proximité des villes et à proximité des cours d'eau, on retrouve un maillon plus fin de la parcelle, lié du coup à, à ces ourlets le long des cours d'eau, avec du coup une agriculture plus de proximité, de circuits courts. Voilà. Alors, la proximité des villes n'est pas du tout lié au circuit court, mais disons que pour le représenter, c'était aussi une manière plus impactante en fait pour la compréhension de la lecture de la fresque. On voit également l'impact du changement climatique sur les cultures, donc avec voilà, au premier plan comment voilà, des nouvelles cultures vont venir façonner aussi nos paysages. Ici du sorgho, donc pour ceux qui connaissent, c'est une plante voilà, qui est assez granuleuse, qui devient rouge bordeaux aussi à l'automne, donc c'est des nouvelles couleurs dans le paysage, des nouvelles textures, des nouvelles couleurs, des champs qui vont être aussi en mélange pour favoriser aussi une agroécologie au sein de la parcelle. Donc là aussi, on va avoir des champs
avec une couleur, une texture aussi, une temporalité différente. Mais voilà, de manière moins positive aussi, c'est des cultures, on va dire, plus classiques qui sont impactées par le changement climatique avec, voilà, bon là, du maïs tout étiolé, voilà, fatigué, qui a soif et donc qui nécessite, voilà, peut-être un peu plus d'attention pour surveiller les cultures. Voilà, en termes de nouvelles cultures, on s'est dit comment la vigne va pouvoir s'implanter, dans quelle mesure cela va se développer et va aussi être un nouveau motif dans nos paysages, ainsi que les tournesols ou des nouvelles plantations comme les paulownias. Ça, c'est des choses qu'on voit apparaître par-ci par-là. C'est un peu des signaux faibles, mais en 2050, ce sera peut-être voilà, ancré dans nos paysages, mais ce ne sera plus des parcelles test. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à explorer sur la fresque. Ce que je peux vous montrer en complément, c'est... Alors, ce n'est pas Marinette. Hop, c'est... Voilà. Donc sur le site... Sur le site de l'Audiard, je vais mettre le lien dans les commentaires, le lien de cette page web. Donc vous pourrez retrouver en fait l'étude où vous pouvez télécharger la version donc, haute définition de la fresque pour pouvoir, comme moi, naviguer dessus, dézoomer pour aller observer tous les détails. Et pour accompagner cette lecture de la fresque, donc nous avons rédigé un document qu'on a appelé les clés de lecture, qui vient du coup raconter tout ce que l'on trouve dans la fresque et donc tout le scénario que l'on a, que l'on a imaginé pour 2050. Et vous trouverez également une petite vidéo, si vous voulez, en 2 minutes 50, 2 minutes 30 même, capter l'essentiel de cette fresque. Regardez cette vidéo. Alors, je ne sais pas, je peux refaire un test si c'est possible, voir si ça fonctionne. Simplement, il faut que je change un élément. Ouais, au niveau du son, je pense que si tu cliques sur le microphone, là, tu as une petite flèche. Mais on a testé tout à l'heure, ça ne marchait pas. Ouais, je vais arrêter le partage pour pouvoir avoir. Hop, je vais rester un test. Tout à l'heure, effectivement, ça ne marchait pas. Il faudra me dire, Myriam, si, si vous entendez pas. Tac et tac. Alors. Non, ça a pas l'air de fonctionner. Ça ne fonctionne pas? Toujours pas. D'accord. Bon, moi j'arrête. Vous pourrez aller voir, effectivement, on fera un petit mail avec tous les liens là. Ouais. Du coup, alors il y a quand même une première question pour toi, Camille, sur les hypothèses. Là, une question donc d'Alexandre sur l'intensification de l'élevage en fait au détriment des cultures. Alors. Tu en as parlé un petit peu. Faut que je remette. Voilà. Donc, merci pour la question. Donc, sur l'élevage, on est plutôt parti, nous, sur une baisse du cheptel à l'échelle du pays de Rennes. Donc, on est parti sur moins 20% du cheptel de bovins par rapport à 2025. Et plutôt une végétalisation de l'alimentation. Donc, à la fois un cheptel qui diminue suite à un changement de l'alimentation, mais également changement climatique qui fait que du coup la production de lait, parce que nous on est donc voilà sur un territoire qui est essentiellement laitier, voilà, les fortes chaleurs, le stress hydrique amènent aussi à une diminution de la production de lait et donc des modèles agricoles qui étaient un peu plus difficiles à tenir.
Voilà, et de l'air, enfin de l'apport aussi en fourrage plus compliqué parfois aussi à fournir ou à produire. Donc on est plutôt parti sur une baisse du cheptel. Euh, voilà, c'est pour ça que je parlais aussi de la vache aussi qui disparaît, qui se cache un peu plus dans le paysage. Par contre, c'est ça qu'on a mis plutôt du coup une augmentation des cheptels d'ovins et porcins aussi, donc qui peut venir intégrer. Après, pour nos scénarios, nous, on n'a pas fait on n'a pas fait nos propres projections, à part pour peut-être un ou deux chiffres. On a repris en fait des éléments de scénarios, enfin voilà, qu'on a lu dans des scénarios nationaux et donc du coup qu'on a réadapté à l'échelle locale. Oui, effectivement, les scénarios allaient. Enfin, il y a une étude au Conseil breton pour le climat là, qui s'intéressait aux effets sur la sécheresse là, de 2022 sur l'agriculture. Et effectivement, c'est typiquement ce type d'hypothèse, enfin, ces effets en tout cas qu'ils ont constatés. Il y avait une autre question sur les outils que tu as utilisés, que vous avez utilisés pour créer cette carte. Elle a été dessinée tout sur Illustrator. Voilà. Donc, ce qui permet de pouvoir justement avoir une définition très fine de l'image, de pouvoir zoomer, dézoomer aussi et faire des exports sans avoir un effet de pixels. Donc, ouais, voilà, tout a été redessiné à la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites avec cette fresque? Est-ce que vous la portez aux écoles pour les étudiants ou est-ce que c'est dans des exhibitions? Quels sont les groupes cibles de cette fresque? Merci. Donc là, ce travail s'adresse plutôt à nos élus et à nos membres, aux membres de l'Audiard. Donc notre idée, puisque là, elle a été mise en ligne récemment et donc elle va être présentée aux élus prochainement aussi. Donc l'idée, c'est plutôt de pouvoir faire réagir les élus et de donc pouvoir aussi anticiper des prises de décision d'aménagement du territoire ou en tout cas faire émerger des débats sur certaines thématiques. L'intérêt aussi de cette fresque, c'est qu'on peut rentrer dedans de manière globale, voilà, par le paysage et donc l'ensemble des thématiques qui sont présentées. On peut aussi tout à fait s'amuser à en extraire uniquement, comme là je l'ai fait un peu dans la présentation, uniquement des éléments liés à une thématique, la thématique de l'eau, ou la thématique du bocage, ou la thématique de la transformation alimentaire, voilà. Donc après, les services aussi de Rennes Métropole vont pouvoir s'approprier le document avec ce type d'outils en fait numériques. Voilà. Idéalement, on aimerait beaucoup avoir une carte interactive en plus. Voilà. Mais là, il faut juste un petit peu de temps de développement disponible. Il y avait une autre question de Caroline. Oui, merci. J'avais 3 questions exactement. Une pour Camille, sur un moment dans ta présentation, écrit vous avez fait des travaux en fonction de la perception des êtres humains et des animaux. Je voulais savoir s'il y avait vraiment une place particulière à la perception des animaux dans la création de votre fresque, s'il y a vraiment un travail là-dessus. Et j'avais 2 questions pour Sylvia et Christophe. Vous parlez de prestations paysagères et je me demandais finalement à quoi ça correspondait. Est-ce qu'on n'a pas trop ce vocabulaire-là en France? Donc, je voulais savoir un peu plus sur cette terminologie. Et j'avais une question concernant les travaux artistiques menés par Ludovic Chapex. Alors, il me semble que il a peint les mêmes paysages, c'est-à-dire est-ce qu'il a repeint exactement la même chose ou en fait est-ce qu'il a eu carte blanche pour projeter autrement? Enfin, quelle était la démarche finalement de cet exercice artistique? Voilà.
Alors, pour les prestations paysagères, oui, ça vient de ce concept de ecosystem services. Et quelles sont les prestations des écosystèmes et les prestations paysagères, c'est par exemple l'esthétique, la beauté du paysage ou bien la possibilité pour la récréation ou pour se sentir, comment dit-on, patri- Heimat, Ouais, la patrie. On vient patrimoine. d'ici, ou bien, comment dit-on, Christophe? Ouais, c'est L'identité l'histoire de... territoriale. Oui, Ouais, l'identité, oui, oui, c'est ça. Mhm, exactement. Ouais. mhm. C'est Roger Keller, Norman Bachman Backhaus, mhm, Backhouse qui ont conceptualisé ça, si jamais. mhm. Et puis pour Ludovic Chappet, en fait, il a lu le rapport édité par Sylvia, et puis ensuite les narratifs adaptés, puis ensuite il y a le carte blanche. Il a peint un peu des paysages des Alpes de, de Provence ou des Alpes du Sud, hein, en fait. C'est assez intéressant. Des paysages plutôt bruns, plutôt dorés. Ouais. Camille, Mais du coup, si tu veux ouais, projeté en 2100. Pour vous, c'était ça. Mhm. Ouais. Ouais. Ok. Oui, pour répondre à ta question, Caroline, non, on n'a pas la perception des animaux, mais je me suis mal exprimée, mais c'est à l'échelle de l'homme. Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'échelle de l'homme ou aussi à l'échelle de l'animal comme changement? C'est plutôt dire, voilà, c'est dans le micro, quelles sont les modifications visibles dans le paysage, mais à l'échelle micro, donc voilà, à l'échelle juste d'un homme, à l'échelle d'une parcelle et à l'échelle d'un ensemble paysager. Mais non, on n'a pas. Ça serait super intéressant, mais c'était pas dans nos bibliographies. Il y avait une question de Christophe. Ouais. Pour Camille, donc dans votre fresque, vous avez vraiment orienté sur les solutions. Donc pour chaque élément du paysage, on voit que c'est bien réfléchi, puis qu'on propose quand même une solution aboutie. Vous avez exploré, par exemple, de montrer des scénarios ben, comme nous, un peu plus réactifs si on ne s'adapte pas. Par exemple, l'épinette qui brûle, les algues qui pullulent, enfin des choses comme ça. Ou vraiment volontaire d'être positif dans votre Donc solution. à la base, on voulait un scénario positif mais réaliste, enfin, ou réaliste mais Mhm. positif, je sais pas. Et bon, on a rajouté quelques éléments qui étaient un peu moins positifs pour être plus réalistes. Suite aussi justement à des échanges avec, voilà, avec des collègues à Rennes Métropole qui disaient ben là, faut pas non plus être trop. Enfin, faut être un peu plus réaliste où l'agriculture, elle va pas changer comme ça d'un coup. 25 ans, c'est Mhm. un pas de temps qui Mhm. est quand même assez court et ça, on en était conscient. Mais voilà, on a ce que j'ai pas pris le temps de montrer, mais il y a une partie de la fresque qui montre aussi une forêt qui a été, enfin, un incendie de feu de forêt, des éboulements de Ouais. terrain aussi, mais aussi des forêts qui sont complètement interdites, en fait, Insolite. qui sont devenues réservoirs de biodiversité. Des arbres morts aussi dans le paysage, parce Mhm. que sécheresse, parce que changement aussi, avec des pépinières pour acclimater Mhm. des nouvelles espèces végétales. Donc voilà, on parle de tout ça. Du coup, dans le document, là, dans les clés de lecture, on en parle aussi. Et oui, c'est pas, euh, c'est pas occulté. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semblerait que non. Ouais. Du Et coup, les récits, juste, moi, ah oui. les récits de promenade dans la montagne, là, c'est accessible sur les liens que vous avez mis dans votre dernière slide pour Christophe et Sylvia. Oui. Ok. Oui, c'est dans le rapport. C'est un chapitre
du rapport où il y a les récits d'une partie pour la plaine et une autre randonnée dans la montagne. Mais je peux fournir les liens à Myriam pour les montrer à chacun. Il y avait une question de Priscille. Ouais, bonjour à tous, hein, merci, hein, c'est très intéressant là, et puis aussi la démarche en Suisse là. Et pour Audière là, j'avais une question parce qu'on nous demande un peu pour les futurs élus de comment sensibiliser sur ces sujets-là. Est-ce que tu as déjà un peu fait, un qui vraiment était c'est vous-même Audière qui vous êtes auto-saisi de ce sujet-là. Deux, vous avez quand même pas déjà un peu testé sur les élus déjà actuels ou vous attendez, c'est aussi en prévision des futures élections municipales et orienter un peu les réflexions et même, moi là-bas, je suis plutôt ingénieur dans l'eau, d'entendre que tu remets une rivière qui circule naturellement, c'est super, mais Rennes, ça a l'air chaud là-bas, donc t'as pas eu déjà des gens qui ont un peu dit, oh là là, ça va être c'est n'importe quoi, on a tout canalisé ou on va canaliser, quoi, je sais pas. Donc, je sais pas, est-ce que tu as déjà des premiers retours et vraiment, c'était quoi qui a motivé à faire cette étude-là et est-ce que ça va être un sujet que vous allez surtout utiliser pour inspirer les futurs élus de 2026? Ouais, merci pour ta question. Donc c'est plutôt une autocommande là que l'on s'est fait, enfin, une autocommande qu'on a inscrit. Donc nous on fonctionne avec un programme pluriannuel d'activité. Donc c'était inscrit dans ce programme. On a finalement la souplesse dans le fonctionnement de l'Audiard, à la fois de répondre à des sollicitations de nos membres, mais aussi de pouvoir proposer aussi des sujets, si tant est que ce sujet soit quand même intéressant pour l'ensemble de nos membres. Donc ça en faisait partie. Ça faisait aussi partie de la suite logique de Explorons 2050. Donc on a eu le feu vert pour travailler là-dessus. On n'a pas donc encore eu l'occasion de le présenter à des élus. Parce que voilà, le temps de production et de trouver un temps et une instance pour présenter ça, voilà, avant septembre, on va dire, jusque septembre, les commissions étaient toutes bouclées et saturées de sujets à passer voilà, impérativement avant les 6 mois précédant les élections. Donc voilà, on arrive à un calendrier un peu serré. Mais par contre, ouais, l'idée, c'est que ce travail-là, il puisse être à la fois approprié par les techniciens, par les services de Rennes Métropole ou d'autres collectivités ou du pays de Rennes, pourquoi pas, qui puissent servir en fait de support de dialogue. Donc à la fois nous, on peut être là pour présenter dans notre scénario, mais ça peut être aussi juste la fresque qui permet voilà, de démarrer un échange et surtout voilà, de susciter les réactions. Donc ça va être effectivement dans ce sens-là de pouvoir aiguiller enfin aiguiller, non. On ne dit pas qu'on a la réponse. Le scénario n'est pas ce vers quoi il faut aboutir. C'est plutôt se dire, bah voilà, il peut se passer telle et telle chose suivant les différentes thématiques. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça ne l'est pas? Et si ça l'est ou si ça ne l'est pas, comment on fait pour aller vers ce scénario ou ne pas aller vers? Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie territoriale après là-dessus? C'est aussi voilà, un principe classique de la prospective, de pouvoir alerter, de pouvoir réfléchir après à la suite. Mais la version dessinée. Ouais. Merci. Donc, je vous ai mis dans le lien de la conversation, je vous ai mis le lien vers la page web de l'Audiard où vous avez la vidéo et le document des clés de lecture. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Non, pas d'autres questions. Donc du coup, il nous reste qu'à remercier nos intervenants pour leurs travaux là, très intéressants en tout cas.
Et puis, du coup, côté agenda, donc il restera un rendez-vous sur l'adaptation avant l'été. Ça va être donc le 8 juillet prochain. Là, on fait une rencontre technique donc à destination de nos communes sur la question de l'adaptation dans le bâtiment Secoussier. Donc, ça sera à Ploufragan le matin. Donc, vous avez dû recevoir une invitation déjà mail, voilà, par le même circuit que d'habitude ou par votre CEP. Il y aura prochainement une relance. Et ben, merci à tous en tout cas pour votre attention et merci à nos Merci intervenants. beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci. Au revoir, Oui, bon après-midi. Merci pour Au revoir. l'organisation. Au revoir. Merci. Au revoir.